Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette chaîne. Si vous aimez l'histoire fascinante, les secrets du passé et les récits qui donnent vie aux civilisations, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble au cœur du Moyen-Âge, une époque souvent mal comprise mais qui regorge de réalités surprenantes, de luttes, de courage et de vie quotidienne qui façonnèrent notre monde moderne. Préparez-vous à découvrir les villages et les châteaux, le travail des paysans, le rôle des femmes, les métiers des villes, la peur des épidémies, le poids de la foi et bien plus encore. Chaque étape que nous allons explorer vous rapprochera de la vie réelle des hommes et des femmes de cette époque, avec ses joies, ses peurs et ses défis. Avant de commencer ce voyage captivant à travers 10 étapes de l'histoire médiévale, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Préparez-vous à être émerveillé, surpris et inspiré, car l'histoire n'est pas seulement dans les livres, elle est vivante, et nous allons la découvrir ensemble. Le vrai visage du Moyen-Âge. Quand on évoque le Moyen-Âge, les images se bousculent, châteaux imposants, chevaliers étincelants, croisades lointaines. Les films nous montrent des batailles épiques, des reines tragiques et des festins sans fin. Mais sous ces images de cartes postales se cache une réalité plus humble, plus rugueuse et souvent bien plus humaine. Ce que vous allez entendre et voir n'est pas une galerie de héros légendaires, mais la vie quotidienne de gens dont le labeur, la foi, la peur et l'ingéniosité ont façonné le monde moderne. Imaginez un matin dans un village médiéval. L'aurore perce à peine. La route principale n'est encore qu'un ruban de terre boueuse. Une femme sort de sa maisonnette en torchis, prenant une cruche d'eau qu'elle portera à la fontaine publique. Un enfant, pâle et amaigri, trotte vers l'enclos où sont attachées les chèvres. Plus loin, le son d'un marteau résonne. Le forgeron travaille déjà, façonnant une lame, réparant une charrue. Le son le plus constant est celui du travail, du son des mains qui s'affairent, des outils qui frappent, du pain qui gonfle dans le four communal. Cette vidéo veut rendre justice à ces vies de l'ombre. Pendant 1h30, nous allons parcourir ensemble les champs, pénétrer dans les maisons, monter au donjon, traverser les marchés et nous asseoir auprès des moines dans leur enclos de silence. Nous aborderons la naissance et la mort, le travail des champs, la position des femmes, la justice, la maladie, l'éveil des villes, les métiers d'artisans et l'omniprésence de la foi qui organise et modèle chaque geste. Nous n'éclipserons pas les grandes figures de l'histoire, mais nous replacerons ces figures dans le contexte social, car le Moyen-Âge n'est pas seulement l'histoire des puissants, c'est surtout l'histoire des humbles. Chaque étape de ce récit s'appuie sur des témoignages, des chroniques, des registres, mais aussi sur les traces matérielles, restes de maisons, outils retrouvés, manuscrits enluminés qui parlent du quotidien. Nous éviterons les clichés non. Tous les paysans n'étaient pas crasseux et ignorants. Non, tous les seigneurs n'étaient pas des tyrans. Non, la vie n'était pas une suite ininterrompue de catastrophes. Mais nous verrons la dureté des saisons, la violence occasionnelle, les injustices du système féodal, et surtout l'immense capacité d'adaptation d'hommes et de femmes qui inventèrent des pratiques, des solidarités et des techniques souvent plus ingénieuses qu'on ne l'imagine. Écoutez les détails. La façon dont un champ est partagé entre labour et jachère, la manière dont une corvée se négocie, l'échange d'un sac de farine contre un peu de travail ou une promesse. Observez la place des fêtes, ces moments où la communauté, malgré la misère, retrouve souffle et rire, noces, foires, fêtes religieuses, où se mêlent commerce et sociabilité. Nous porterons attention à la parole des femmes souvent absentes des grandes chroniques, mais vivantes dans les archives locales, les contes de famille et les procès. Nous examinerons la médecine populaire, imprégnée de superstitions, mais fondée sur une observation attentive des remèdes. Nous entrerons dans les ateliers des artisans pour comprendre comment naît une ville, comment un bourg se transforme en centre d'échange et en foyer d'innovation.
Le Moyen Âge est aussi une époque de transformations lentes et profondes. Dans les premiers siècles, le monde rural domine. À la fin du Moyen Âge, villes et réseaux marchands s'affirment, des techniques agricoles s'améliorent et des formes d'organisation nouvelles émergent. Ces changements sont lents, parfois douloureux, mais ils montrent une dynamique sociale continue, naissance d'institutions urbaines, émergence de métiers, révolte paysanne, inventions techniques. Bonjour et bienvenue sur Le Secret des Temps. Ici, nous plongeons dans l'histoire du monde, du Moyen Âge à la Renaissance, de l'Antiquité au temps moderne, en explorant l'Europe, l'Afrique, l'Égypte et l'Asie. Préparez-vous à voyager à travers les siècles, à découvrir les civilisations oubliées et à comprendre comment elles ont façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui. Le Moyen Âge, une ère de lumière et d'ombre. Souvent qualifié d'époque sombre, le Moyen Âge fut pourtant un temps de grands bâtisseurs, d'érudits et de culture en plein essor. Des cathédrales d'Europe aux royaumes africains de Ghana, Mali et Songhai, des samouraïs du Japon aux érudits arabes de Bagdad, chaque civilisation a laissé son empreinte. Ici, nous montrerons la vraie richesse de cette époque, là où science, foi et art se mêlaient pour créer le monde moderne. Si vous aimez cette exploration, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre tous nos voyages dans le temps. L'Afrique médiévale, royaume et savoir. L'Afrique n'a pas attendu l'ère moderne pour briller. Ces grands royaumes maîtrisaient le commerce, l'art et la diplomatie. Les villes de Timbuktu et Kairouan étaient des centres de savoir reconnus dans le monde entier. Sur cette chaîne, nous redonnerons vie à ces civilisations, souvent oubliées ou méconnues, car leur histoire fait partie de celle de l'humanité. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si vous voulez soutenir cette mission de mémoire. L'Europe médiévale, foi et savoir. Pendant ce temps, en Europe, les cités grandissaient, les universités naissaient et les idées circulaient. Les arts et les sciences se développaient malgré les guerres et épidémies. Nous explorerons comment ces sociétés ont influencé la Renaissance et le monde moderne et comment elles se sont connectées aux autres continents. Laissez vos commentaires sur ce que vous aimeriez voir dans nos prochains épisodes. L'Antiquité, les fondations du monde. Avant le Moyen Âge, il y eut l'Antiquité, l'Égypte pharaonique, la Grèce classique, Rome, la Mésopotamie, la Chine ancienne et l'Inde. Ces civilisations ont bâti les fondations de la politique, de l'art et de la science. Nous vous emmènerons à la rencontre des savoirs et mystères de l'époque pour comprendre comment ils continuent de façonner notre monde. Si vous aimez le voyage dans le temps, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Renaissance et éclosion des idées. La Renaissance fut un éveil mondial des arts et des sciences. En Europe, des génies comme Léonard de Vinci et Galilée ont bouleversé les connaissances. Mais ailleurs, l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient n'étaient pas en reste. Artisans, érudits et philosophes poursuivaient leur quête de savoir. Sur Le Secret des Temps, nous montrerons comment les idées circulaient entre continents et comment chaque civilisation contribuait à l'avancée de l'humanité. Temps moderne, révolution et humanité. Le monde entre dans les temps modernes, révolution scientifique, industrielle et humaine. Les empires s'étendent, les sociétés se transforment et le monde devient ce que nous connaissons aujourd'hui. À travers nos vidéos, vous comprendrez comment ces révolutions ont façonné chaque continent, de l'Afrique à l'Europe, de l'Asie aux Amériques. Encore une fois, invitez vos amis à s'abonner et partager cette vidéo pour que le voyage continue. L'histoire ne s'arrête jamais. Elle vit dans chaque civilisation, chaque idée, chaque avancée humaine. Sur Les Secrets de Temps, nous vous invitons à explorer l'histoire mondiale, comprendre le passé et réfléchir au présent. Alors, abonnez-vous, likez, partagez et laissez vos commentaires pour faire partie de cette aventure. Bienvenue
dans le secret de temps, là où le passé éclaire le monde d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur le secret des temps. Ici, nous plongeons dans l'histoire du monde, du Moyen-Âge à la Renaissance, de l'Antiquité au temps moderne, en explorant l'Europe, l'Afrique, l'Égypte et l'Asie. Préparez-vous à voyager à travers les siècles, à découvrir les civilisations oubliées et à comprendre comment elles ont façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui. Le Moyen-Âge, une ère de lumière et d'ombre. Souvent qualifié d'époque sombre, le Moyen-Âge fut pourtant un temps de grands bâtisseurs, d'érudits et de culture en plein essor. Des cathédrales d'Europe aux royaumes africains de Ghana, Mali et Songhai, des samouraïs du Japon aux érudits arabes de Bagdad, chaque civilisation a laissé son empreinte. Ici, nous montrerons la vraie richesse de cette époque, là où science, foi et art se mêlaient pour créer le monde moderne. Si vous aimez cette exploration, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre tous nos voyages dans le temps. L'Afrique médiévale, royaume et savoir. L'Afrique n'a pas attendu l'ère moderne pour briller. Ces grands royaumes maîtrisaient le commerce, l'art et la diplomatie. Les villes de Timbuktu et Kairouan étaient des centres de savoir reconnus dans le monde entier. Sur cette chaîne, nous redonnerons vie à ces civilisations, souvent oubliées ou méconnues, car leur histoire fait partie de celle de l'humanité. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si vous voulez soutenir cette mission de mémoire. L'Europe médiévale, foi et savoir. Pendant ce temps, en Europe, les cités grandissaient, les universités naissaient et les idées circulaient. Les arts et les sciences se développaient malgré les guerres et épidémies. Nous explorerons comment ces sociétés ont influencé la Renaissance et le monde moderne et comment elles se sont connectées aux autres continents. Laissez vos commentaires sur ce que vous aimeriez voir dans nos prochains épisodes. L'Antiquité, les fondations du monde. Avant le Moyen-Âge, il y eut l'Antiquité, l'Égypte pharaonique, la Grèce classique, Rome, la Mésopotamie, la Chine ancienne et l'Inde. Ces civilisations ont bâti les fondations de la politique, de l'art et de la science. Nous vous emmènerons à la rencontre des savoirs et mystères de l'époque pour comprendre comment ils continuent de façonner notre monde. Si vous aimez le voyage dans le temps, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Renaissance et éclosion des idées. La Renaissance fut un éveil mondial des arts et des sciences. En Europe, des génies comme Léonard de Vinci et Galilée ont bouleversé les connaissances. Mais ailleurs, l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient n'étaient pas en reste. Artisans, érudits et philosophes poursuivaient leur quête de savoir. Sur Le secret des temps, nous montrerons comment les idées circulaient entre continents et comment chaque civilisation contribuait à l'avancée de l'humanité. Temps moderne, révolution et humanité. Le monde entre dans les temps modernes, révolution scientifique, industrielle et humaine. Les empires s'étendent, les sociétés se transforment et le monde devient ce que nous connaissons aujourd'hui. À travers nos vidéos, vous comprendrez comment ces révolutions ont façonné chaque continent, de l'Afrique à l'Europe, de l'Asie aux Amériques. Encore une fois, invitez vos amis à s'abonner et partager cette vidéo pour que le voyage continue. L'histoire ne s'arrête jamais. Elle vit dans chaque civilisation, chaque idée, chaque avancée humaine. Sur Les secrets de temps, nous vous invitons à explorer l'histoire mondiale, comprendre le passé et réfléchir au présent. Alors, abonnez-vous, likez, partagez et laissez vos commentaires pour faire partie de cette aventure. Bienvenue dans le secret de temps, là où le passé éclaire le monde d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette chaîne. Si vous aimez l'histoire fascinante, les secrets du passé et les récits qui donnent vie aux civilisations, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble au cœur du Moyen-Âge, une époque souvent mal comprise mais qui regorge de réalités surprenantes,
de lutte, de courage et de vie quotidienne qui façonnèrent notre monde moderne. Préparez-vous à découvrir les villages et les châteaux, le travail des paysans, le rôle des femmes, les métiers des villes, la peur des épidémies, le poids de la foi et bien plus encore. Chaque étape que nous allons explorer vous rapprochera de la vie réelle des hommes et des femmes de cette époque, avec ses joies, ses peurs et ses défis. Avant de commencer ce voyage captivant à travers 10 étapes de l'histoire médiévale, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Préparez-vous à être émerveillé, surpris et inspiré, car l'histoire n'est pas seulement dans les livres, elle est vivante, et nous allons la découvrir ensemble. Le vrai visage du Moyen-Âge. Quand on évoque le Moyen-Âge, les images se bousculent, châteaux imposants, chevaliers étincelants, croisades lointaines. Les films nous montrent des batailles épiques, des reines tragiques et des festins sans fin. Mais sous ces images de cartes postales se cache une réalité plus humble, plus rugueuse et souvent bien plus humaine. Ce que vous allez entendre et voir n'est pas une galerie de héros légendaires, mais la vie quotidienne de gens dont le labeur, la foi, la peur et l'ingéniosité ont façonné le monde moderne. Imaginez un matin dans un village médiéval. L'aurore perce à peine. La route principale n'est encore qu'un ruban de terre boueuse. Une femme sort de sa maisonnette en torchis, prenant une cruche d'eau qu'elle portera à la fontaine publique. Un enfant, pâle et amaigri, trotte vers l'enclos où sont attachées les chèvres. Plus loin, le son d'un marteau résonne. Le forgeron travaille déjà, façonnant une lame, réparant une charrue. Le son le plus constant est celui du travail, du son des mains qui s'affairent, des outils qui frappent, du pain qui gonfle dans le four communal. Cette vidéo veut rendre justice à ces vies de l'ombre. Pendant 1h30, nous allons parcourir ensemble les champs, pénétrer dans les maisons, monter au donjon, traverser les marchés et nous asseoir auprès des moines dans leur enclos de silence. Nous aborderons la naissance et la mort, le travail des champs, la position des femmes, la justice, la maladie, l'éveil des villes, les métiers d'artisans et l'omniprésence de la foi qui organise et modèle chaque geste. Nous n'éclipserons pas les grandes figures de l'histoire, mais nous replacerons ces figures dans le contexte social, car le Moyen-Âge n'est pas seulement l'histoire des puissants, c'est surtout l'histoire des humbles. Chaque étape de ce récit s'appuie sur des témoignages, des chroniques, des registres, mais aussi sur les traces matérielles, restes de maisons, outils retrouvés, manuscrits enluminés qui parlent du quotidien. Nous éviterons les clichés non. Tous les paysans n'étaient pas crasseux et ignorants. Non, tous les seigneurs n'étaient pas des tyrans. Non, la vie n'était pas une suite ininterrompue de catastrophes. Mais nous verrons la dureté des saisons, la violence occasionnelle, les injustices du système féodal, et surtout l'immense capacité d'adaptation d'hommes et de femmes qui inventèrent des pratiques, des solidarités et des techniques souvent plus ingénieuses qu'on ne l'imagine. Écoutez les détails. La façon dont un champ est partagé entre labour et jachère, la manière dont une corvée se négocie, l'échange d'un sac de farine contre un peu de travail ou une promesse. Observez la place des fêtes, ces moments où la communauté, malgré la misère, retrouve souffle et rire, noces, foires, fêtes religieuses où se mêlent commerce et sociabilité. Nous porterons attention à la parole des femmes souvent absentes des grandes chroniques mais vivantes dans les archives locales, les contes de famille et les procès. Nous examinerons la médecine populaire, imprégnée de superstitions mais fondée sur une observation attentive des remèdes. Nous entrerons dans les ateliers des artisans pour comprendre comment naît une ville, comment un bourg se transforme en centre d'échange et en foyer d'innovation. Le Moyen-Âge est aussi une époque de transformations lentes et profondes. Dans les premiers siècles, le monde rural domine. À la fin du Moyen-Âge, villes et réseaux marchands s'affirment, des techniques agricoles s'améliorent et des formes d'organisation nouvelles émergent. Ces changements sont lents, parfois douloureux,
Mais ils montrent une dynamique sociale continue, naissance d'institutions urbaines, émergence de métiers, révolte paysanne, inventions techniques. Et nous raconterons ces évolutions non comme des ruptures spectaculaires, mais comme des strates superposées qui, ensemble, construisent le réel. Pendant que tu écoutes, imagine la boue qui colle aux semelles, l'odeur du fumier indispensable pour la fertilité des terres, le bruit d'un moulin à eau qui, en silence, transforme le grain en farine. Imagine aussi la prière proférée à la veillée, la coutume qui régit un mariage, la peur sourde déclenchée par la rumeur d'une maladie. Toutes ces petites actions tissent la grande toile de l'époque. Nous commencerons par la naissance et l'enfance, comment on vient au monde, quelles sont les croyances entourant le nouveau-né et quelle place on lui réserve. Ensuite, nous descendrons au village pour comprendre son organisation, puis nous remonterons vers la seigneurie et le château pour voir comment s'organise le pouvoir local. Nous consacrerons une étape entière au travail des champs au cœur de l'économie médiévale, puis une autre aux femmes dont la vie oscille entre contraintes et pouvoir discret. Nous explorerons la vie monastique, l'importance des clercs et la manière dont la religion pénètre chaque moment de la vie. Puis nous ferons escale dans les villes et les ateliers, là où naissent les guildes, les savoir-faire et une nouvelle classe urbaine. Nous parlerons de la peur et de la réponse face aux maladies des remèdes, des médecins, des guérisseurs, et de la manière dont la société juge, punit et tente de maintenir l'ordre. Enfin, nous aborderons la mort, rituel, crainte, et la manière dont l'au-delà façonne le présent. Chaque segment est écrit pour être lu à voix haute, accompagné d'ambiances sonores et d'images d'objets, de paysages et de reconstitutions. L'objectif n'est pas de t'enseigner des dates et des batailles, tu les connais peut-être déjà, mais de te faire ressentir l'épaisseur d'une époque, la texture d'une vie. Nous allons humaniser les anonymes et replacer les grands événements dans la trame quotidienne. À la fin de ce voyage, tu comprendras mieux pourquoi certaines institutions sont restées, pourquoi certaines croyances sont survécues, et comment, à partir de la poussière des villages et du son des métiers, notre monde moderne a germé. Prépare-toi. Le prochain chapitre commence par le premier souffle d'un enfant médiéval. Nous irons au chevet des femmes qui mettent au monde, écouteront les prières, décriront les gestes simples qui sauvent ou condamnent. C'est là que commence toute vie. Et c'est par là que commence notre plongée dans le vrai visage du Moyen-Âge. Le village. Cœur battant du monde médiéval, au centre de la vie médiévale, bien avant les villes et les forteresses, il y avait le village. C'était le cœur vivant du monde rural, le lieu où s'enracinait la majorité de la population. Plus qu'un simple regroupement de maisons, le village était une communauté humaine soudée par la terre, la religion, la coutume et la peur du ciel. Imagine une poignée de toits de chaume, quelques ruelles boueuses, un puits central, une petite église en pierre grise et tout autour une mer de champs et de prés. Voilà le décor où vivaient, travaillaient et mouraient plus de 90% des gens du Moyen-Âge. Chaque jour, l'air y vibrait du bruit des outils, du hennissement des bêtes et des voix mêlées à la prière du matin. Le village n'était pas un lieu figé, mais une cellule vivante, régie par des rythmes précis, ceux des saisons, du soleil et des sonneries de cloches. À l'aube, les paysans partaient vers les champs, souvent en groupe, avec leurs bœufs, leurs charrues et un repas sommaire dans une besace. Le champ appartenait rarement à celui qui le cultivait. Il était la propriété du seigneur local, représentant du pouvoir féodal. En échange du droit de cultiver la terre, le paysan devait verser des redevances argent récolte ou journée de corvée et obéir à la coutume, cette loi non écrite mais puissante qui régissait tout. La structure du village. Chaque village avait sa propre organisation. Au centre se trouvait l'église, souvent le seul bâtiment en pierre, symbole visible de la foi, mais aussi du pouvoir religieux.
Autour s'étendaient les maisons des villageois, modestes, bâties de torchis, de bois et de paille. À côté, les granges, les poulaillers, les fours à pain, les puits et parfois un petit marché. Plus loin, le moulin, souvent propriété du seigneur, tournait au rythme de l'eau ou du vent, rappelant à chacun que le seigneur touchait sa part de chaque sac de grains moulus. Il y avait aussi le four banal, le moulin banal, le pressoir banal, le mot banal signifiant qu'ils appartenaient au seigneur, et que leur usage était obligatoire. Le paysan devait payer pour cuire son pain, presser son raisin ou moudre son blé. Ces structures étaient autant d'outils de production que de symboles de domination sociale. Mais le village n'était pas qu'un espace d'oppression. C'était aussi un lieu d'entraide et de solidarité. Les familles vivaient proches, se connaissaient toutes et partageaient les mêmes travaux, les mêmes peines, les mêmes fêtes. Quand un toit brûlait, on aidait à le reconstruire. Quand un enfant mourait, toute la communauté accompagnait la famille au cimetière. L'organisation du travail. La terre était tout, richesse, nourriture, survie. Le système d'assolement triennal y divisait les champs en 3 parties, une semée de blé ou de seigle, une autre d'avoine ou d'orge, et une dernière laissée en jachère pour reposer la terre. Chaque année, on tournait, afin de ne pas épuiser le sol. Ce rythme simple mais ingénieux permettait d'assurer la subsistance du village tout entier. Les travaux agricoles se faisaient en communauté. Le labour, les semailles, la moisson, la fenaison. L'entraide n'était pas seulement une vertu morale mais une nécessité vitale. Travailler seul était impossible et mal vu. Les hommes maniaient à la charrue, les femmes participaient à la récolte, faisaient sécher les herbes, préparaient le pain, soignaient les bêtes. Les enfants aidaient très tôt, gardant les troupeaux ou ramassant le bois. Les animaux avaient une importance capitale. Le bœuf pour le labour, la vache pour le lait, la chèvre pour la laine ou le fromage, le cochon pour la viande. Le fumier, si précieux, servait d'engrais, et on le conservait jalousement. Le cycle des saisons dictait tout. Le printemps, temps des labours et des semailles. L'été, période des moissons et des récoltes. L'automne, temps du vin, des foires et des contes avec le Seigneur. L'hiver, saison de la faim, du froid et des veillées autour du feu, le rôle du Seigneur et du curé. Le village médiéval vivait sous 2 autorités, le Seigneur et le curé. Le Seigneur, souvent absent, représentait la puissance terrestre. Il protégeait, rendait la justice, percevait les taxes. En échange de cette protection, les paysans travaillaient ces terres. Le curé, lui, incarnait la puissance spirituelle. Il baptisait, confessait, mariait, enterrait. Sa présence était constante et sa parole faisait loi. L'un commandait les corps, l'autre guidait les âmes. Entre ces 2 pouvoirs, le paysan avançait prudemment, cherchant à survivre, à obéir, à ne pas attirer la colère d'en haut ni du ciel, ni du château. Mais le curé n'était pas toujours un homme de pouvoir arrogant. Souvent, c'était un fils de paysan qui savait lire et écrire, un homme de proximité, proche de sa communauté. Il rédigeait les actes, conseillait les villageois, interprétait les signes du ciel. Il était aussi le gardien des fêtes religieuses, ces rares moments de joie où le travail s'interrompait et où la musique, le vin et la danse reprenaient leurs droits. Les fêtes, la foi et la vie collective. Le village vivait dans le rythme du calendrier chrétien. Carême, Pâques, Moisson, Noël. Chaque événement était l'occasion d'une célébration, d'une prière, d'un repas collectif. Ces fêtes étaient autant spirituelles que sociales. Elles renforçaient les liens, faisaient oublier la dureté de la vie. Le dimanche, tout le monde se rassemblait à la messe, non seulement pour prier, mais pour s'informer. Le curé annonçait les nouvelles.
lisait les ordres seigneuriaux, rappelait les dettes et les interdits. L'Église était à la fois temple, école et tribunal moral. Les processions religieuses traversaient le village pour demander la pluie, la guérison ou la paix. Et quand un malheur survenait, incendie, peste, mauvaise récolte, on priait, on jeûnait, on faisait bénir les champs. Le monde médiéval était un monde où l'on croyait que tout avait un sens. Un orage, une épidémie, une naissance ou une mort. Solidarité et tension. Mais tout n'était pas harmonie. Le village connaissait aussi les conflits. Querelles de bornes, vols de récoltes, rancunes anciennes. Les tensions sociales pouvaient exploser lors des famines ou des impôts. Exceptionnels. Les plus pauvres, ceux qu'on appelait les manants ou les serfs, vivaient dans une dépendance extrême. Certains étaient attachés à la terre, ne pouvant ni partir ni vendre librement leurs récoltes. D'autres, plus libres, payaient un loyer pour leurs parcelles. La solidarité existait, mais elle avait ses limites. Quand la famine frappait, chacun cherchait d'abord à nourrir les siens. C'est là que la foi intervenait. Elle rappelait la charité, l'obligation morale d'aider son voisin. Le soir venu, à la tombée de la nuit, le village se refermait sur lui-même. Les animaux rentraient, les enfants s'endormaient près du feu, les adultes partageaient un dernier repas. On fermait les portes, on priait, on se signait. Dans la pénombre, la communauté se repliait sur ses histoires, ses contes, ses peurs. La nuit était le domaine de l'inconnu. Loups, voleurs, démons. Les bougies s'éteignaient tôt car l'huile et la cire coûtaient en cher. Ainsi s'écoulait la vie d'un village médiéval lente, rythmée, pleine d'efforts et de prières, mais aussi de solidarité et de beauté simple. Dans ces villages, le cœur de la civilisation médiévale battait fort. Ce n'étaient pas des lieux de misère aveugle, mais des mondes organisés, portés par la foi et la force du travail collectif. Le Moyen-Âge, avant tout, c'est cela. Une humanité enracinée dans la terre. Travailler la terre, la dure réalité des paysans. Si le village médiéval est le cœur du monde rural, alors le travail de la terre en est le sang. Tout part de là. La nourriture, la richesse, le pouvoir même du Seigneur. Sans le labeur des paysans, aucun château ne se serait dressé, aucune armée ne se serait nourrie, aucune église n'aurait été bâtie. Et pourtant, ceux qui nourrissaient le monde vivaient souvent dans la pauvreté et la fatigue. Le paysan médiéval était d'abord un homme du cycle naturel. Sa vie entière suivait la course du soleil et les rythmes des saisons. Chaque geste comptait. Un retard dans les semailles, une pluie au mauvais moment, un hiver trop long pouvait signifier la famine. Le calendrier du labeur, l'année paysanne, commençait au printemps, lorsque la terre se réveillait. On labourait avec des charrues à versoir, lourdes, tirées par 2 ou 4 bœufs. L'homme guidait l'attelage, les pieds dans la boue, tandis qu'un autre brisait les mottes à la houe. Les semailles suivaient, souvent accompagnées de prières. On traçait une croix dans le champ, on invoquait la protection de Dieu contre la grêle et les mauvaises herbes. L'été arrivait, brûlant et exigeant. C'était le temps de la moisson. Les fossiles coupaient en les tiges dorées du blé. Les femmes liaient les gerbes, les enfants ramassaient en les épis tombés. Le travail commençait à l'aube et finissait bien après le coucher du soleil. Chaque grain comptait. Le Seigneur prélevait sa part. Le dîme pour l'Église, les impôts pour le domaine. Les greniers se remplissaient, mais souvent, après les prélèvements, il restait juste de quoi survivre jusqu'à la prochaine récolte. L'automne était le temps du vin, des vendanges et du ramassage des glands pour nourrir les cochons. Puis venait l'hiver. Les champs reposaient, les travaux se faisaient à l'intérieur. On réparait les outils, on tissait, on se chauffait mal, les jours étaient courts, les ventres vides et la peur de manquer planait sur chaque foyer. Les outils et les gestes. Les outils étaient nos simples,
souvent fabriquées localement, une charrue de bois ferré, une houe, une faucille, une faux. L'efficacité reposait sur la technique et sur la force. Le paysan connaissait sa terre par cœur. Il savait quand la pluie tomberait, où se cachait la source, quel coin gèlerait en premier. Sa science n'était pas écrite dans des livres, mais transmise par l'observation et la mémoire. Les femmes participaient à tous les travaux. Elles semaient, récoltaient, faisaient sécher les légumes, soignaient les bêtes. Le paysan médiéval ne travaillait pas seul. C'était une économie familiale, où chaque bras comptait. Les obligations seigneuriales. Mais ce travail n'était pas libre. Le paysan devait au seigneur un ensemble de charges. Les corvées, journées de travail sur les terres du seigneur. Les cens et redevances, payées en nature ou en argent. La dîme, prélevée pour l'église. Sur 10 sacs de blé, parfois 3 ou 4 quittaient la grange du paysan avant qu'il ait nourri sa famille. Certains paysans étaient libres, d'autres, les serfs, étaient attachés à la terre et devaient obtenir l'accord du seigneur pour se marier ou quitter le domaine. Cette dépendance était lourde, mais elle s'accompagnait d'une certaine stabilité. Le seigneur avait aussi le devoir de protéger ses gens. En cas de guerre, le village se réfugiait derrière les murs du château. Joie et résilience. Malgré la dureté, la vie paysanne n'était pas qu'un labeur sans fin. Les fêtes agricoles moissons, vendanges, semailles étaient des moments de joie, de musique et de partage. On buvait, on dansait, on riait. Le travail, bien qu'épuisant, liait les gens entre eux. Les champs appartenaient à la communauté, les efforts se partageaient, les récoltes s'échangeaient. Les années de disette alternaient avec les années d'abondance. Mais ce qui impressionne, c'est la résilience de ce monde. Pendant des siècles, malgré les famines, les guerres et les pestes, le paysan a continué à cultiver, à semer, à croire. Sans lui, aucune civilisation n'aurait survécu. Le paysan du Moyen Âge n'était pas un être misérable, mais un pilier. C'est lui qui, par ses bras et sa patience, nourrissait tout le reste du monde. Le château et ses habitants. Si le village était le cœur du monde rural, le château en était la tête symbole visible du pouvoir, de la défense et du prestige. Dominant la vallée ou la plaine, il rappelait à tous la présence du Seigneur. À son ombre vivaient des dizaines, parfois des centaines de personnes, chevaliers, domestiques, artisans, cuisiniers et serviteurs. Un monde fortifié. Le château n'était pas seulement un lieu de résidence, c'était avant tout une forteresse. Entouré de fossés, de remparts et de tours, il protégeait le seigneur, sa famille et sa garnison. En temps de guerre, les paysans s'y réfugiaient avec leurs bêtes et leurs réserves. À l'intérieur, la vie était organisée autour de la cour et du donjon. Le donjon servait de tour de guet, d'habitation principale et de symbole de pouvoir. On y trouvait la grande salle, le cœur du château où se tenaient les repas, les audiences et les banquets. La vie quotidienne au château. Contrairement aux images romantiques, la vie dans un château n'était pas toujours confortable. Il faisait froid, humide, et les odeurs de cuisine, de bêtes et de fumée emplissaient les couloirs. Les fenêtres n'avaient pas de vitres, on les fermait avec des planches ou des toiles huilées. Le chauffage venait d'énormes cheminées qu'on entretenait jour et nuit. Les repas étaient copieux pour les seigneurs, viande, gibier, poisson, épices rares, vin. Mais pour les serviteurs et soldats, la nourriture restait simple, soupe, pain, bière. Le banquet, souvent mis en scène, était un moment de prestige. Troubadours, jongleurs et poètes animèrent les soirées. Les dames du château s'occupaient de l'intendance, de la couture, de la musique et de la prière. Les enfants étaient élevés dans la discipline, formés au combat ou à la gestion du domaine. Les chevaliers et la guerre, le château abritait aussi des hommes d'armes. Le chevalier médiéval, vassal du seigneur, incarnait l'honneur et la fidélité. Il jurait loyauté à son suzerain, défendait ses terres,
et participaient au tournoi. Mais derrière l'idéal de chevalerie, la réalité était rude. Guerre locale, pillage, vie dangereuse. L'entraînement des chevaliers commençait dès l'enfance. À 7 ans, le garçon devenait page, à 14 ans, écuyer, à 21 ans, chevalier. La vie du soldat était faite de discipline et de foi. Il combattait au nom de Dieu et du roi, mais aussi pour sa survie et son prestige. Pouvoir et justice. Le seigneur du château exerçait une autorité quasi absolue sur ses terres. Il rendait la justice, percevait les impôts, décidait des guerres. Mais il devait aussi protection et aide à ses vassaux. C'était un système d'équilibre. Le seigneur dominait, mais il dépendait de la fidélité de ses hommes. Les audiences se tenaient dans la grande salle. Les villageois venaient s'y plaindre, régler des disputes de champ ou demander grâce. Le seigneur jugeait, assisté parfois de son chapelain. Vie spirituelle et fête seigneuriale. Même derrière les murs du château, la religion restait omniprésente. Une chapelle privée accueillait la messe quotidienne. Le seigneur se voyait comme le protecteur des âmes de son domaine. Les fêtes religieuses étaient célébrées avec faste, musique, processions, banquets. Les mariages, souvent arrangés, scellaient des alliances politiques. Les naissances et les morts rythmaient la vie du château, autant que celle du village, entre grandeur et isolement. Pourtant, malgré le prestige, le château pouvait être un lieu d'isolement. Entouré de terre, souvent assiégé, le seigneur vivait dans une atmosphère de vigilance constante. Les femmes, confinées, se réfugiaient dans la lecture, la prière ou l'art du tissage. Les serviteurs, eux, travaillaient sans relâche. Le château était une petite société en soi. Chaque rôle y était défini, du cuisinier au garde, du chapelain à la dame. Ensemble, ils formaient un monde fermé, hiérarchique, mais d'une incroyable vitalité. Le château médiéval n'était pas un palais de conte, mais un cœur de pierre battant au rythme de la guerre, de la foi et du pouvoir. Il dominait le paysage et dans son ombre, les villages continuaient à vivre, nourrissant de leurs efforts la grandeur de ses murailles. Les femmes du Moyen Âge. Entre ombre et lumière, dans les maisons basses où la lumière passe à travers les fentes des planches, c'est souvent une femme qui tient le cœur du foyer. On l'a longtemps oubliée dans les chroniques effacées par les prêtres, ignorée par les seigneurs mais sans elle, rien ne fonctionne. Au Moyen Âge, la femme est tour à tour fille, épouse, mère, veuve, parfois abbesse ou marchande. Sa vie est encadrée par la coutume, la foi et le travail. Elle n'a presque pas de droit, mais elle détient une puissance silencieuse, celle de la survie quotidienne. Dans les campagnes, la paysanne partage le sort de son mari. Elle laboure parfois, elle sème, elle ramasse les gerbes de blé et s'occupe du petit bétail. C'est elle qui nourrit la famille, qui file la laine et répare les vêtements. Elle connaît les herbes, soigne les blessures légères, aide à mettre au monde. Dans son silence se cache une science empirique, une mémoire transmise d'aïeul en aïeul. Elle n'a pas de livre, mais elle a l'expérience du corps et des saisons. Souvent, le curé du village la suspecte de superstition pourtant. C'est elle qu'on appelle quand un enfant tombe malade. Son savoir fait peur et inspire respect. Entre médecine et magie, entre bénédiction et malédiction. Dans les bourgs et les villes, d'autres femmes apparaissent. Artisans, couturières, tisserandes, boulangères, aubergistes. Certaines tiennent boutique, surtout quand leur mari part en voyage ou meurt. Les veuves actives sont redoutées. Elles gèrent leurs affaires seules, parfois même engagent des apprentis. Le droit médiéval, malgré son apparente rigidité, leur laisse parfois un espace d'action économique. Dans les grandes foires, les femmes vendent, négocient, dirigent. On les voit derrière les étals,
entre les cris des marchands et le son des cloches. Elle contribue à la richesse des villes montantes. Mais la société reste inégalitaire. La jeune fille est promise très tôt. Son mariage n'est pas affaire de sentiments, mais de terre, de dot, de réseau. On marie des enfants pour unir des familles. L'amour courtois, chanté par les troubadours, reste le privilège des nobles et des poètes. Dans la réalité, la femme obéit au mari, qui détient sur elle l'autorité du père. Dans les textes juridiques, elle est sous tutelle, mais dans les faits, sa parole pèse, surtout dans les maisons où l'homme est souvent au champ ou à la guerre. Et puis, il y a les femmes religieuses. Celles qui entrent au couvent fuient parfois le mariage imposé, parfois la misère. Certaines deviennent érudites. Hildegarde de Bingen, au XIIe siècle, compose de la musique, écrit sur la médecine, correspond avec des rois. D'autres s'enferment dans la prière et la copie des manuscrits. Ces couvents féminins, lieux d'étude et de silence, sont aussi des refuges de savoir et de liberté relative. Mais toutes ne connaissent pas cette chance. Les marginales, les veuves trop jeunes, les guérisseuses, les femmes seules sont souvent soupçonnées. Leur indépendance effraie. Dans certains villages, la peur se cristallise en accusations. Sorcellerie, maléfice, pacte avec le diable. La sorcière, figure née à la fin du Moyen Âge, condense toutes les angoisses. Peur de la nature, peur du féminin, peur du désordre. Derrière cette figure, pourtant, il y a souvent une femme simple, qui soigne, qui écoute, qui dérange parce qu'elle n'obéit pas. La femme du Moyen Âge n'est ni soumise ni libre, elle négocie sans cesse son espace. Dans le geste de pétrir, de tisser, d'allaiter, de prier, elle maintient le monde debout. Sa voix ne nous est parvenue qu'en écho, mais elle résonne encore. Quand on lit les contes de foyer, les lettres d'amour, les recettes de remèdes, on entend sa présence, tenace, discrète, indestructible. Le pouvoir de la foi, l'Église et la vie spirituelle. Dans le monde médiéval, la foi n'est pas une opinion, c'est l'air que l'on respire. L'Église est partout, du berceau à la tombe. On est sous son regard, on vit selon son calendrier, on meurt sous son rituel. Les dimanches rythment la vie. Anciens inventent de nouvelles formes d'écriture, diffusent les connaissances médicales et agricoles. C'est dans ces murs, souvent isolés, que renaissent les sciences après la chute de Rome. Mais l'Église n'est pas qu'un lieu de spiritualité. C'est aussi une puissance politique et économique. Elle possède des terres immenses, prélève la dîme, influence les rois. Les évêques sont des seigneurs comme les autres, avec leurs armées et leurs rivalités. Le pape, à Rome, parle au nom de Dieu, mais ses décisions ont des effets très humains. Croisades, excommunications, alliances. Le Moyen Âge est aussi celui des tensions entre le spirituel et le temporel. Quand un roi défie l'Église, il risque tout, trône, honneur, salut. Pour le peuple, pourtant, la religion reste d'abord une espérance. On prie pour la pluie, pour la guérison, pour les morts. On craint le péché, on redoute le jugement dernier. La vie terrestre n'est qu'un passage, une épreuve. Le paradis et l'enfer ne sont pas abstraits. On les imagine avec précision, on les peint, on les raconte dans les sermons. Les processions, les reliques, les pèlerinages sont des actes concrets de foi. Marcher des jours pour toucher un fragment de sainteté, c'est une manière de conjurer le malheur. La religion médiévale est aussi un théâtre. Les offices, les fêtes, les mystères rejouent la Bible en plein air. Les croyants deviennent spectateurs d'une histoire divine où tout fait sens. Mais derrière la beauté des rites, il y a une discipline stricte. Confession, jeûne, interdits alimentaires et surtout la peur du péché. Le corps est surveillé, le désir suspecté, la femme parfois désignée comme tentation. Pourtant,
la même foi qui enferme peut libérer. Des moines écrivent des hymnes à la beauté du monde, des mystiques parlent d'amour divin avec des mots brûlants. C'est cette ambiguïté qui définit la foi médiévale, à la fois oppressante et exaltante. Elle unit les hommes dans un même imaginaire, mais elle justifie aussi les croisades et les bûchers. Elle construit des cathédrales, chefs-d'œuvre de pierre et de lumière, mais elle enferme aussi les corps et les esprits. L'homme médiéval vit entre crainte et espérance, entre péché et rédemption. Il prie non pour comprendre, mais pour survivre. Au cœur de cette tension naît pourtant une chose essentielle, la culture de la mémoire. L'homme prie pour ne pas être oublié. Et c'est peut-être cela, le plus profond héritage de la foi médiévale. Cette conviction que chaque vie, même humble, doit être inscrite quelque part, sur la terre ou dans le ciel. Ville et métier, la renaissance du travail et des marchés. L'Europe médiévale n'a pas toujours été rurale et immobile. À partir du XIe siècle, les campagnes s'ouvrent, les routes se remplissent et les bourgs deviennent des villes. C'est un basculement lent mais décisif. Les hommes quittent les champs pour les marchés et le bruit du marteau remplace peu à peu le bêlement des chèvres. Là où se croisent les routes de commerce, une nouvelle société s'invente, celle des artisans, des marchands, des bâtisseurs. Le marché est le cœur battant de la cité médiévale. Tous les jours, des chariots y arrivent chargés de blé, de vin, de sel, de cuir, de laine. Les étals se montent à l'aube. On y crie, on y rit, on y négocie. La ville sent le poisson séché, le pain chaud, la cire et la sueur. Rien n'y est silencieux. On s'y dispute les prix, on s'y raconte les nouvelles venues d'autres régions. Les routes du commerce lient entre elles les grandes cités. Venise, Bruges, Paris, Gênes. Le sel de la Méditerranée voyage vers le nord. Les draps flamands partent vers les foires de Champagne. Les épices orientales passent par les ports italiens. La richesse circule lentement, mais sûrement. Au cœur de cette effervescence se trouvent les métiers. Le forgeron, le tanneur, le boulanger, le charpentier, le tailleur de pierre, la fileuse, le tisserand. Chacun appartient à une communauté appelée corporation ou guilde. Ces groupes réglementent tout, la qualité du travail, les prix, la formation des apprentis. Entrer dans un métier, c'est appartenir à une famille de savoir-faire. L'enfant commence apprenti, vit chez le maître, apprend les gestes, les secrets du métier. Après des années, il devient compagnon, voyage de ville en ville, puis maître à son tour. Ce système crée non seulement une économie stable, mais aussi une culture du travail manuel empreinte de fierté et d'honneur. Les villes médiévales sont un monde de pierre et de bois. Les maisons s'élèvent sur plusieurs étages, les rues sont étroites, sombres, pleines de boue. Au-dessus des boutiques pendent des enseignes sculptées, ciseaux pour le tailleur, pain doré pour le boulanger, fer à cheval pour le maréchal. Les odeurs sont fortes, tannines des tanneries, graisse fondue, eau usée qui s'écoule dans les caniveaux. La vie urbaine est un salaire augmente, les serfs exigent des libertés. La peur, paradoxalement, libère. Elle brise les vieilles structures et ouvre des possibilités sociales inédites. Dans les chroniques, on lit cette phrase simple. Les hommes se sont souvenus de la mort et ils ont recommencé à bâtir. C'est ainsi que le Moyen-Âge se relève chaque fois de ces catastrophes. La peste, la guerre, la famine, autant de blessures qui sculptent la conscience médiévale. Mais elles lui apprennent aussi la solidarité, la prudence, la foi. La peur, au Moyen-Âge, n'est pas paralysante. Elle est un moteur de survie. L'homme tremble, prie, puis retourne au travail. Car la terre doit être labourée, les murs doivent être relevés, les enfants doivent vivre. Et c'est peut-être là que réside la vraie grandeur de cette époque,
dans sa capacité à se relever de tout. Justice, loi et pouvoir, le poids de l'ordre. Dans les villes et les campagnes du Moyen Âge, la loi n'est pas une abstraction. Elle se vit, elle se voit, elle se ressent. C'est le cri du crieur public qui annonce les ordonnances, le sceau rouge sur le parchemin, le serment prêté devant témoins. Mais c'est aussi la peur du gibet, le pilori sur la place, ou le bûcher dressé à la hâte. La justice médiévale est un théâtre moral et public, fait pour rappeler à tous où se situe la limite entre l'ordre et le chaos. Chaque communauté a son juge, son seigneur, ses coutumes. Dans les villages, c'est souvent le seigneur féodal qui rend la justice. Il siège dans la grande salle du château, entouré de ses hommes, et tranche selon les coutumes locales. Il n'y a pas de code écrit universel, mais des traditions orales transmises de génération en génération. Le vol d'un pain, une dispute de champ, un adultère, une accusation de sorcellerie, tout se juge différemment selon la région, la saison, ou même la personnalité du juge. Dans les villes, une autre forme de justice se met en place. Les juridictions communales, les baillis, les consuls. Avec l'essor du commerce, les cités inventent leurs propres tribunaux pour régler les litiges entre marchands, les fraudes, les dettes. On voit apparaître les premiers notaires, les registres, les témoins assermentés. Peu à peu, le droit s'écrit. Les universités médiévales, notamment à Bologne et à Paris, codifient les règles, redécouvrent le droit romain. L'idée que la loi peut exister au-dessus des hommes commence à naître. Mais la justice reste aussi un instrument du pouvoir. Le roi affirme son autorité en envoyant ses juges dans tout le royaume. Le clergé, lui, revendique la justice de l'âme. L'Inquisition, née au XIIIe siècle, traque les hérétiques. Ceux qui doutent de la foi, qui refusent les dogmes, qui lisent autrement les évangiles sont accusés de pervertir l'ordre divin. Les procès se multiplient. Certains cherchent la vérité, d'autres cherchent l'exemple. Le but n'est pas seulement de punir, mais d'effrayer. Les châtiments médiévaux, durs à nos yeux modernes, obéissent à une logique. Montrer publiquement le désordre pour mieux restaurer la paix. Le supplice se joue sur la place centrale, devant les regards des villageois. Le corps du condamné devient message. On le marque, on l'expose, on le bannit. La justice médiévale n'est pas seulement répressive, elle est symbolique. Elle parle à travers le corps. Pourtant, tout n'est pas arbitraire. Dans les coutumiers, dans les chartes, on trouve des traces d'une recherche d'équité. Les serments, les duels judiciaires, les témoins et les compensations montrent que la société médiévale tente, à sa manière, de concilier droit et honneur. Le duel judiciaire, par exemple, n'est pas un simple combat. Il est vu comme un jugement de Dieu. Celui qui sort vivant prouve que la vérité était de son côté. La foi et la justice se mêlent dans un même geste. La femme, dans ces systèmes, reste vulnérable. Souvent jugée plus durement, parfois accusée sans preuve, elle n'a presque jamais voix au chapitre. Mais il existe des exceptions. Des abbesses qui arbitrent, des reines qui interposent leur clémence. La justice médiévale, multiple, n'est pas que brutalité, c'est aussi négociation, médiation, compromis. Dans les campagnes, la communauté préfère souvent arranger les affaires, plutôt que punir. L'honneur compte plus que la loi. Ce monde juridique prépare pourtant une transformation majeure. L'idée que la société ne peut survivre sans règles communes. Peu à peu, les rois centralisent, les juristes codifient, les clercs écrivent. Au sortir du Moyen Âge, une nouvelle figure se dessine, celle de l'État, garant de la loi écrite. Mais avant cela, il y eut des siècles de tâtonnements, de sentences publiques, de cloches qui sonnent le jugement, et de silences lourds sur la place du village. La mort et l'au-delà.
Dernier voyage du monde médiéval pour comprendre le Moyen-Âge, il faut comprendre sa relation à la mort. Car la mort, dans cette époque, n'est pas cachée. Elle est familière. On la voit, on la sent, on la prépare. Elle fait partie du paysage, comme la pluie ou la moisson. L'homme. L'homme médiéval ne la fuit pas, il vit avec elle. La vie est courte, souvent précaire. Les maladies, les guerres, les famines la guettent. Un enfant sur 2 ne dépasse pas l'âge de 10 ans. Les femmes meurent en couche, les vieillards s'éteignent sans médecin. Mais cette fragilité forge une autre manière de penser le temps. Le présent a plus d'épaisseur, chaque jour est compté. On travaille, on prie, on aime, toujours sous le regard de la fin. Les morts ne sont pas séparés des vivants. Les cimetières entourent les églises, au cœur du village. On y passe chaque jour. Les tombes sont simples, souvent sans nom. Les familles s'y rassemblent, déposent des cierges, prient pour les âmes du purgatoire. Car la mort médiévale n'est pas un mur, c'est un passage. On croit à l'au-delà comme on croit à la pluie, avec évidence. L'âme quitte le corps, traverse des épreuves, attend son salut. Les prières, les messes, les dons à l'Église peuvent alléger son sort. Ce lien entre vivant et mort fonde toute la spiritualité médiévale. Les images de l'au-delà hantent l'imaginaire, paradis, enfer, purgatoire. Les fresques des églises montrent les démons qui emportent les pécheurs, les anges qui recueillent les justes. Ces images ne visent pas seulement à effrayer, mais à enseigner. Le paysan analphabète apprend par la peinture ce que dit la Bible. L'enfer n'est pas abstrait, on y voit des bouches de feu, des chaînes, des tourments. Le paradis, lui, est un jardin de lumière, un lieu de repos. Le purgatoire, invention du XIIe siècle, offre un espoir nouveau. Même les imparfaits peuvent être sauvés, à condition d'être aidés par les prières des vivants. La mort a ses rites précis. Le prêtre vient administrer les derniers sacrements. On lave le corps, on le couvre d'un linceul, on l'expose sur une table. Les voisins viennent prier. C'est un moment de communauté. La mort unit, même dans la douleur. On enterre vite, mais on se souvient longtemps. Les cloches sonnent pour annoncer la perte, et chacun s'arrête un instant. L'émotion est collective, pas cachée. Pour les riches, les tombeaux deviennent des œuvres d'art. Gisants de pierre, statues priantes, cryptes familiales. Pour les pauvres, une simple croix suffit. Mais tous croient à la même chose, que la vie ne s'arrête pas ici. Cette conviction donne au Moyen-Âge une force intérieure qu'on a parfois oubliée. L'homme médiéval vit dans la peur de la damnation, certes, mais aussi dans l'espérance du salut. Sa foi lui permet d'accepter la mort comme un passage, non comme une fin. Cette obsession du salut engendre aussi une culture du souvenir. Testament, fondation de chapelle, dons au monastère. On donne pour sauver son âme. La mort devient un moteur d'action. Elle pousse à bâtir, à prier, à transmettre. Elle unit les générations. Les vivants prient pour les morts veillent sur les vivants. Dans l'art, cette vision devient puissante. Les danses macabres, peintes sur les murs des églises, rappellent que la mort emporte tout le monde, du pape au mendiant. Ces fresques ne sont pas lugubres, elles rappellent l'égalité des âmes. Dans la mort, les hiérarchies s'effacent. La justice divine remplace les injustices humaines. Vers la fin du Moyen Âge, cette méditation sur la mort devient plus intime. Les prières pour les morts se multiplient. Les livres d'heures se répandent. L'homme apprend à bien mourir, c'est-à-dire à se préparer spirituellement. C'est la naissance d'une conscience nouvelle. La mort devient un acte personnel, réfléchi,
presque philosophique. Ce regard lucide, apaisé, marque la fin du Moyen Âge et l'aube de la Renaissance. La mort médiévale n'est donc pas une fin tragique, c'est un miroir. Dans ce miroir, les hommes de ce temps contemplent la fragilité de leur monde, mais aussi sa grandeur. Ils savent que tout passe, sauf la mémoire et la foi. Et peut-être est-ce que cela, leur plus beau legs, avoir su vivre pleinement dans l'ombre de la mort et transformer cette ombre en lumière. Le Moyen Âge. Entre réalité, société et mémoire. Après avoir parcouru ces 10 étapes, il apparaît clairement que le Moyen Âge n'était pas un simple âge de ténèbres, comme certains l'ont longtemps cru. C'était un monde complexe, fragile et puissant à la fois. Un monde où l'homme et la femme vivaient au rythme de la nature, de la foi, du travail et des épreuves. Chaque village, chaque château, chaque rue de ville racontait une histoire de survie, de hiérarchie et d'ingéniosité. Du paysan labourant la terre au mur froid du château, chaque geste, chaque effort avait un sens. Le paysan n'était pas seulement un ouvrier, il était le garant de la vie quotidienne, le pilier invisible de la société. Les femmes, dans les foyers et les couvents, n'est pas cachée. Elle est familière. On la voit, on la sent, on la prépare. Elle fait partie du paysage, comme la pluie ou la moisson. L'homme. L'homme médiéval ne la fuit pas, il vit avec elle. La vie est courte, souvent précaire. Les maladies, les guerres, les famines la guettent. Un enfant sur 2 ne dépasse pas l'âge de 10 ans. Les femmes meurent en couche, les vieillards s'éteignent sans médecin. Mais cette fragilité forge une autre manière de penser le temps. Le présent a plus d'épaisseur, chaque jour est compté. On travaille, on prie, on aime, toujours sous le regard de la fin. Les morts ne sont pas séparés des vivants. Les cimetières entourent les églises, au cœur du village. On y passe chaque jour. Les tombes sont simples, souvent sans nom. Les familles s'y rassemblent, déposent des cierges, prient pour les âmes du purgatoire. Car la mort médiévale n'est pas un mur, c'est un passage. On croit à l'au-delà comme on croit à la pluie, avec évidence. L'âme quitte le corps, traverse des épreuves, attend son salut. Les prières, les messes, les dons à l'Église peuvent alléger son sort. Ce lien entre vivant et mort fonde toute la spiritualité médiévale. Les images de l'au-delà hantent l'imaginaire, paradis, enfer, purgatoire. Les fresques des églises montrent les démons qui emportent les pécheurs, les anges qui recueillent les justes. Ces images ne visent pas seulement à effrayer, mais à enseigner. Le paysan analphabète apprend par la peinture ce que dit la Bible. L'enfer n'est pas abstrait, on y voit des bouches de feu, des chaînes, des tourments. Le paradis, lui, est un jardin de lumière, un lieu de repos. Le purgatoire, invention du XIIe siècle, offre un espoir nouveau. Même les imparfaits peuvent être sauvés, à condition d'être aidés par les prières des vivants. La mort a ses rites précis. Le prêtre vient administrer les derniers sacrements. On lave le corps, on le couvre d'un linceul, on l'expose sur une table. Les voisins viennent prier. C'est un moment de communauté. La mort unit, même dans la douleur. On enterre vite, mais on se souvient longtemps. Les cloches sonnent pour annoncer la perte, et chacun s'arrête un instant. L'émotion est collective, pas cachée. Pour les riches, les tombeaux deviennent des œuvres d'art. Gisants de pierre, statues priantes, cryptes familiales. Pour les pauvres, une simple croix suffit. Mais tous croient à la même chose, que la vie ne s'arrête pas ici. Cette conviction donne au Moyen Âge une force intérieure qu'on a parfois oubliée. L'homme médiéval vit dans la peur de la damnation, certes, mais aussi dans l'espérance du salut.
Sa foi lui permet d'accepter la mort comme un passage, non comme une fin. Cette obsession du salut engendre aussi une culture du souvenir. Testament, fondation de chapelle, dons au monastère. On donne pour sauver son âme. La mort devient un moteur d'action. Elle pousse à bâtir, à prier, à transmettre. Elle unit les générations. Les vivants prient pour les morts veillent sur les vivants. Dans l'art, cette vision devient puissante. Les danses macabres, peintes sur les murs des églises, rappellent que la mort emporte tout le monde, du pape au mendiant. Ces fresques ne sont pas lugubres, elles rappellent l'égalité des âmes. Dans la mort, les hiérarchies s'effacent. La justice divine remplace les injustices humaines. Vers la fin du Moyen Âge, cette méditation sur la mort devient plus intime. Les prières pour les morts se multiplient. Les livres d'heures se répandent. L'homme apprend à bien mourir, c'est-à-dire à se préparer spirituellement. C'est la naissance d'une conscience nouvelle. La mort devient un acte personnel, réfléchi, presque philosophique. Ce regard lucide, apaisé, marque la fin du Moyen Âge et l'aube de la Renaissance. La mort médiévale n'est donc pas une fin tragique. C'est un miroir. Dans ce miroir, les hommes de ce temps contemplent la fragilité de leur monde, mais aussi sa grandeur. Ils savent que tout passe, sauf la mémoire et la foi. Et peut-être est-ce que cela, leur plus beau legs, avoir su vivre pleinement dans l'ombre de la mort et transformer cette ombre en lumière. Le Moyen Âge. Entre réalité, société et mémoire. Après avoir parcouru ces 10 étapes, il apparaît clairement que le Moyen Âge n'était pas un simple âge de ténèbres, comme certains l'ont longtemps cru. C'était un monde complexe, fragile et puissant à la fois. Un monde où l'homme et la femme vivaient au rythme de la nature, de la foi, du travail et des épreuves. Chaque village, chaque château, chaque rue de ville racontait une histoire de survie, de hiérarchie et d'ingéniosité. Du paysan labourant la terre au mur froid du château, chaque geste, chaque effort avait un sens. Le paysan n'était pas seulement un ouvrier, il était le garant de la vie quotidienne, le pilier invisible de la société. Les femmes, dans les foyers et les couvents, on la prépare. Elle fait partie du paysage, comme la pluie ou la moisson. L'homme médiéval ne la fuit pas, il vit avec elle. La vie est courte, souvent précaire. Les maladies, les guerres, les famines la guettent. Un enfant sur 2 ne dépasse pas l'âge de 10 ans. Les femmes meurent en couche, les vieillards s'éteignent sans médecin. Mais cette fragilité forge une autre manière de penser le temps. Le présent a plus d'épaisseur. Chaque jour est compté. On travaille, on prie, on aime, toujours sous le regard de la fin. Les morts ne sont pas séparés des vivants. Les cimetières entourent les églises, au cœur du village. On y passe chaque jour. Les tombes sont simples, souvent sans nom. Les familles s'y rassemblent, déposent des cierges, prient pour les âmes du purgatoire. Car la mort médiévale n'est pas un mur, c'est un passage. On croit à l'au-delà comme on croit à la pluie, avec évidence. L'âme quitte le corps, traverse des épreuves, attend son salut. Les prières, les messes, les dons à l'Église peuvent alléger son sort. Ce lien entre vivant et mort fonde toute la spiritualité médiévale. Les images de l'au-delà hantent l'imaginaire. Paradis, enfer, purgatoire. Les fresques des églises montrent les démons qui emportent les pécheurs, les anges qui recueillent les justes. Ces images ne visent pas seulement à effrayer, mais à enseigner. Le paysan analphabète apprend par la peinture ce que dit la Bible. L'enfer n'est pas abstrait. On y voit des bouches de feu, des chaînes, des tourments. Le paradis, lui, est un jardin de lumière, un lieu de repos. Le purgatoire, invention du XIIe siècle, offre un espoir nouveau,
Même les imparfaits peuvent être sauvés, à condition d'être aidés par les prières des vivants. La mort a ses rites précis. Le prêtre vient administrer les derniers sacrements, on lave le corps, on le couvre d'un linceul, on l'expose sur une table. Les voisins viennent prier. C'est un moment de communauté. La mort unit même dans la douleur. On enterre vite, mais on se souvient longtemps. Les cloches sonnent pour annoncer la perte, et chacun s'arrête un instant. L'émotion est collective, pas cachée. Pour les riches, les tombeaux deviennent des œuvres d'art, gisants de pierre, statues priantes, cryptes familiales. Pour les pauvres, une simple croix suffit. Mais tous croient à la même chose, que la vie ne s'arrête pas ici. Cette conviction donne au Moyen Âge une force intérieure qu'on a parfois oubliée. L'homme médiéval vit dans la peur de la damnation, certes, mais aussi dans l'espérance du salut. Sa foi lui permet d'accepter la mort comme un passage, non comme une fin. Cette obsession du salut engendre aussi une culture du souvenir. Testament, fondation de chapelles, dons au monastère. On donne pour sauver son âme. La mort devient un moteur d'action. Elle pousse à bâtir, à prier, à transmettre. Elle unit les générations. Les vivants prient pour les morts veillent sur les vivants. Dans l'art, cette vision devient puissante. Les danses macabres, peintes sur les murs des églises, rappellent que la mort emporte tout le monde, du pape au mendiant. Ces fresques ne sont pas lugubres, elles rappellent l'égalité des âmes. Dans la mort, les hiérarchies s'effacent. La justice divine remplace les injustices humaines. Vers la fin du Moyen Âge, cette méditation sur la mort devient plus intime. Les prières pour les morts se multiplient, les livres d'heures se répandent. L'homme apprend à bien mourir, c'est-à-dire à se préparer spirituellement. C'est la naissance d'une conscience nouvelle. La mort devient un acte personnel, réfléchi, presque philosophique. Ce regard lucide, apaisé, marque la fin du Moyen Âge et l'aube de la Renaissance. La mort médiévale n'est donc pas une fin tragique, c'est un miroir. Dans ce miroir, les hommes de ce temps contemplent la fragilité de leur monde, mais aussi sa grandeur. Ils savent que tout passe, sauf la mémoire et la foi. Et peut-être est-ce que cela, leur plus beau legs, avoir su vivre pleinement dans l'ombre de la mort et transformer cette ombre en lumière. Le Moyen Âge, entre réalité, société et mémoire. Après avoir parcouru ces 10 étapes, il apparaît clairement que le Moyen Âge n'était pas un simple âge de ténèbres, comme certains l'ont longtemps cru. C'était un monde complexe, fragile et puissant à la fois. Un monde où l'homme et la femme vivaient au rythme de la nature, de la foi, du travail et des épreuves. Chaque village, chaque château, chaque rue de ville racontait une histoire de survie, de hiérarchie et d'ingéniosité. Du paysan, labourant la terre au mur froid du château. Chaque geste, chaque effort avait un sens. Le paysan n'était pas seulement un ouvrier, il était le garant de la vie quotidienne, le pilier invisible de la société. Les femmes, dans les foyers et les couvents, tenaient le monde entre leurs mains, combinant soin, savoir et résilience. La religion traversait tous les aspects de l'existence, ordonnant la vie et la mort, imposant l'espoir tout en encadrant la peur. Elle était le lien entre l'homme et le divin, mais aussi entre les vivants et les morts, entre la loi de la terre et celle du ciel. Les villes médiévales, avec leurs marchés bruyants et leurs artisans, ont été le berceau d'une nouvelle liberté et d'un renouveau économique. Les corporations et guildes formaient une culture du travail, une société organisée autour de la compétence et de la solidarité. Mais ces libertés étaient fragiles, constamment menacées par les famines, les guerres et les épidémies, qui rappelaient que la vie restait précaire et que la peur était omniprésente.
La justice médiévale, avec ses châtiments spectaculaires et ses coutumes locales, illustrait la dualité du pouvoir. Protection et oppression, ordre et peur. Elle était autant un enseignement qu'une punition, un outil pour maintenir la société debout malgré sa fragilité. Et au-dessus de tout, la mort, omniprésente, façonnait les mentalités. Elle ne paralysait pas les hommes, mais les poussait à vivre pleinement, à construire, à prier, à transmettre. L'ombre de la mort donnait à chaque action une intensité, à chaque prière un poids et à chaque vie une valeur inestimable. À travers ces 10 étapes, travail, pouvoir, rôle des femmes, foi, ville, maladie, justice et méditation sur la mort, le Moyen-Âge, apparaît comme un monde en équilibre instable mais profondément humain. C'est une époque où chaque être, qu'il soit serf ou seigneur, artisan ou religieux, doit négocier son destin, affronter la douleur, trouver sa place dans un univers hiérarchisé mais vivace. La société médiévale nous apprend la patience, la résilience, l'ingéniosité et la foi dans la continuité malgré l'adversité. Aujourd'hui, nous regardons ce passé avec un mélange de fascination et de respect. Il nous rappelle que l'histoire n'est jamais noire ou blanche, mais tissée de milliers de vies individuelles, chacune apportant sa pierre à l'édifice de la civilisation. Le Moyen-Âge, avec ses épreuves, ses joies, ses peurs et ses conquêtes, est un miroir pour notre humanité. Il nous enseigne que même dans la simplicité et la dureté, la vie a de la valeur, que le courage et la créativité peuvent fleurir dans l'adversité, et que la mémoire des hommes est un trésor inestimable. En refermant ce voyage à travers 10 étapes de réalité, d'histoire sociale et de perception de la vie et de la mort, il nous reste une leçon. Le Moyen-Âge n'est pas un âge de ténèbres, mais un âge de lumière. Une lumière faite de courage, de travail, de foi et de solidarité. Nous avons vu un monde où chaque homme et chaque femme, malgré la peur, la fatigue et la fragilité, construisait, aimait, priait et espérait. Et c'est cette humanité, cette force tranquille, qui fait du Moyen-Âge un miroir intemporel de notre propre existence. Alors que nous quittons ces villages, ces châteaux, ces rues et ces champs, souvenons-nous de cette époque avec respect et admiration. Elle nous enseigne que le passé n'est jamais perdu, qu'il vit dans nos structures sociales, dans nos arts, dans nos croyances et dans notre courage. Le Moyen-Âge est un récit de survie, un récit de foi, un récit de vie, et ce récit continue de résonner à travers les siècles. Merci à vous d'avoir suivi ce voyage fascinant à travers le Moyen-Âge. Nous avons découvert ensemble la vie quotidienne, le courage des hommes et des femmes, les villes, les champs, la foi, les épreuves et les espoirs qui ont façonné cette époque unique. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et de laisser vos commentaires pour nous dire ce que vous avez trouvé le plus intéressant. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines explorations historiques. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus captivants et immersifs, et nous avons hâte de vous emmener dans d'autres voyages à travers le temps et l'histoire. Merci encore, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.